Très heureux de vous retrouver ce samedi pour un nouveau numéro du Monde en 7. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro du Monde en 7. Nous passons en revue l'actualité ayant marqué ces 7 derniers jours. Et nous allons d'abord parler de la France, l'extrême droite aux portes du pouvoir. Nous irons ensuite au Bénin, le transport pétrolier dans les passes. L'Afrique du Sud pour le troisième sujet. Ramaphosa en passe de sauver son fauteuil. Puis nous terminerons avec le Togo. La croissance économique a atteint 5,6% en 2023 selon le FMI. Et pour aborder ces différentes questions, nous avons sur ce plateau deux invités. Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. Bonsoir Horus et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à ceux qui nous suivent, bonsoir Dieudonné et c'est un plaisir. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité aujourd'hui, Dieudonné Sewono, vous êtes journaliste et directeur général des lieux services. Bonjour, bonsoir Dieudonné et merci d'être toujours des nôtres. Bonjour docteur, bonsoir à tous. Encore un plaisir d'être là. Alors, avec vous, nous allons aborder nos deux premiers sujets avant d'aller marquer la première pause. Nous commençons par la France, et je voudrais bien commencer par vous, Horus. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Il faut dire que les élections européennes ont connu une forte montée de l'extrême droite, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays européens, même s'ils ne sont pas au plan européen la première force actuellement. En France, c'est la première force, du moins par rapport aux résultats de ces élections européennes, ce qui a d'ailleurs poussé le président Emmanuel Macron à dissoudre le Parlement et à annoncer de nouvelles élections. Qu'est-ce qui explique, on va commencer par là, qu'est-ce qui explique selon vous cette montée en puissance de l'extrême droite, particulièrement en France et au-delà dans toute l'Europe? Alors particulièrement en France, je dirais que il fallait s'y attendre parce que ça fait un bon moment que les acteurs politiques français jouent avec le même discours que les partis d'extrême droite. Ça a commencé il y a un bon moment. On l'a vu avec Sarkozy, on l'a vu avec Chirac même à l'époque. On l'a vu avec un bon nombre d'acteurs. On a vu les partis essayer de grappiller de l'électorat en se disant qu'on était en train de siphonner celui de l'extrême droite. Et donc forcément, de fil en aiguille, on en vient à ce type de résultat. Je n'ai pas la sensation que depuis le second tour de l'élection présidentielle française, où on a vu, je pense, Chirac et Jean-Marie Le Pen s'affronter, où on a brandi on a brandi le spectre d'une extrême droite au pouvoir. Je n'ai pas la sensation que la montée disons que l'extrême droite dans son élan a dépéri. C'est plutôt le contraire. On a plutôt vu une extrême droite petit à petit s'enraciner, faire naître de nouveaux acteurs, avoir un espace médiatique acquis, avoir un discours de plus en plus médiatisé, vendu, défendu, soutenu, récupéré, mis en exergue. De quoi peut-on s'étonner? On a actuellement dans la sphère médiatique française et diffusée de façon mondiale des chaînes télé et radio qui vont énoncer un discours, qui vont défendre un discours, qui vont permettre à des acteurs de s'exprimer de façon ouverte sur des questions d'immigration, sur d'exposer un plaidoyer raciste et ainsi de suite. Et cela ne gêne absolument personne. On applaudit, on défend, on loue. À quoi pouvait-on s'attendre? Actuellement, il y a des élections. On a vu l'extrême droite passer en premier plan. Tout le monde s'offusque. Et c'est étonnant parce qu'à chaque fois que l'élection marque des points, tout le monde s'offusque. Et fait comme si il était innocent dans ce qui se passait. Du coup, qui a voté pour qui vote pour ces partis-là? Ce sont les gens qui votent pour ces partis-là. Donc il y a une certaine forme, à mon sens, d'hypocrisie parce que si l'extrême droite passe, c'est qu'elle a des soutiens. Maintenant, en Europe, de façon plus large, je pense qu'il y a la question européenne qui est une question qui est qui est une question qui a besoin d'approfondissement.
Je pense qu'un certain nombre de prises de décisions économiques, géostratégiques, financières ont offusqué une bonne partie des populations qui ne se retrouvent plus dans une Europe qui ne les écoute plus. Et du coup, on a, je pense, au sein des pays, notamment avec les crises économiques, avec les crises politiques, avec parfois la sensation d'être, un continent subalterne, on a ces populations qui, petit à petit, ont envie qu'on parle de leurs propres besoins à elles. Et pas qu'à chaque fois qu'il y ait un souci, on leur brandisse l'Europe. Par exemple, lors de la crise grecque, certaines prises de décision européennes ont été très mal perçues des populations grecques. Lors des soucis économiques en Italie, un certain nombre de prises de décision européennes ont été très mal perçues des populations italiennes. Et ça continue. Donc, personnellement, c'est dommage, mais je ne suis pas très étonné de l'avancée de l'extrême droite. Il fallait s'y attendre. Je pense que les choses ont été faites politiquement et médiatiquement pour qu'on arrive à ce type de résultat. Donc, on ne peut pas s'étonner. Des questions politiques, plus précisément au plan politique, qu'est-ce qui a peut-être fait en France que l'extrême droite monte? Parce qu'au même moment qu'on voit cette extrême droite monter, on voit encore des gens qui veulent manifester contre l'extrême droite. Comment explique-t-on cela? Bon, le souci en France, c'est de vouloir tout mettre sur le dos de l'immigration. De vouloir tout mettre sur le dos de l'étranger. Alors que, à mon sens, le souci, c'est une France qui a un conflit avec sa propre histoire. Je vais donner un exemple banal. D'accord ? Lorsque vous allez regarder un certain nombre de débats, vous allez avoir l'impression que c'est dans les années 40, sous le sceau du colonialisme, disons, quand je dis dans les années 40, que c'est sous le sceau du colonialisme que, par exemple, la France prend contact avec les territoires africains. Ou bien que, par exemple, que c'est sous le sceau du colonialisme que, je ne sais pas moi, le français va être en contact avec le maghrébin. C'est un exemple simple. Mais pourtant, une bonne partie de l'Europe, pendant 700 ans, a eu une présence africaine sur son territoire. Pendant 700 ans. Par contre, ça, c'est pas transmis aux populations. Si vous prenez par exemple un Français, vous lui dites que non, mais il y a eu une présence africaine pendant 700 ans sur le territoire, il ne sait pas. Lui, il se dit... De la connaissance d'une telle... La conséquence d'une telle connaissance est de repenser le rapport avec l'autre. Parce que le rapport qui est établi, le rapport qui est transmis aux Européens, et pas seulement aux Européens, mais aux Français, c'est un rapport de subordination par rapport aux autres continents. C'est ça le souci. Si on vous explique à travers l'histoire que vous avez pendant 700 ans une présence importante, économique, financière, territoriale, sur votre territoire, où il y avait des Africains sur votre territoire, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Ça a l'air banal, mais vous ne voyez pas les choses de la même manière. C'est différent de se dire que non, que oui, ces personnes-là, nous les avons rencontrées le jour où nous avons commencé la colonisation. C'est deux choses différentes. Okay. Vous comprenez que déjà, à cette époque-là, il y a des mixités qui existent. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, par rapport au rapport colonial, mais le fait que vous ayez un rapport, vous ayez investi dans la colonisation, implique forcément qu'au niveau de vos populations, il y ait un élan vers la mixité. Forcément, parce qu'il fut une époque, pendant plusieurs siècles, il s'agissait d'un même territoire administré par une métropole. Et donc oui, pour votre développement, pour votre richesse et ainsi de suite, vous avez exploité des peuples. Vous avez fait des mouvements de population, vous avez déplacé des populations les unes d'un territoire vers l'autre, et ainsi de suite. Et forcément, votre identité en est marquée. Et je pense que le problème de la France,
c'est peut-être le rapport à cette histoire-là, le tripatouillage de l'histoire, le rapport conflictuel qu'il y a avec des immigrés qui sont d'une certaine manière légitimement là. Alors, Dieudonné Sewono, on a noté avec ces élections européennes une forte montée de l'extrême droite, surtout pour le cas français. Qu'est-ce qui explique selon vous cette montée de l'extrême droite? Avant qu'on ne revienne un peu aux conséquences de cette montée, ils sont plus proches du pouvoir. Non mais docteur, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette montée des partis de l'extrême droite en France, et puis on s'attendait bien à cela, parce que lorsqu'on voit le développement de l'actualité de ces derniers temps, la montée de l'extrême droite doit donc s'expliquer également par une crise de confiance envers les partis politiques traditionnels conçus comme tel est détecté. Horus le disait tantôt, moi je voudrais beaucoup plus faire allusion à la stratégie habile, la stratégie politique habile mise en place par les partis de l'extrême droite. Vous voyez que ces partis mettent beaucoup plus en avant des leaders charismatiques sur lesquels beaucoup de choses se jouent, ou alors qui boostent beaucoup plus la politique de ces partis en utilisant efficacement aussi bien les réseaux sociaux que les médias, et aussi en proposant des discours simplistes que les Français veulent attendre à un moment précis, aussi misant sur des sujets clés comme des sujets liés à l'identité et aussi à la sécurité nationale. Donc, tenant ces discours ces derniers temps, je pense la majeure partie de la France se retrouve beaucoup plus dans ces discours, et par ricochet porte, je ne sais pas si c'est par oubli, leur attention au parti de l'extrême droite, mais par après, on a comme impression qu'il y a une sorte d'indignation qui s'organise, ou alors qui s'exprime à la fin des votes. Mais je me dis toujours, qui a accompagné l'extrême droite à arriver jusqu'à ce niveau? C'est bien les Français, c'est eux qui ont donné leur voix. Nous ne sommes pas sur le continent africain pour qu'on nous parle de tard de tripatouillage ou alors de vol d'élection. Eh bien, c'est le pays, entre guillemets, de la démocratie. Mais je veux dire qu'il y a une sorte d'habileté dans la manière de faire des choses au niveau de l'extrême droite, qui essaie d'anticiper sur les événements en positionnant des personnes que les Français veulent bien entendre à un moment précis. D'où, aujourd'hui, Emmanuel Macron ne peut que constater cette avancée notoire de cette extrême droite, même si cette vague fait peur. À un certain niveau, on va en parler. De l'autre côté, des autres partenaires, toujours est-il évident que, qu'on le veuille ou pas, les partis traditionnels ont marqué une certaine limite qui a été plutôt exploité par les partis d'extrême droite, qui leur a valu aujourd'hui leur position. Alors justement, parlons de partis traditionnels qui ont marqué une certaine limite. Je pense que le président Macron a justement aussi profité de cette situation pour venir au pouvoir. Qu'est-ce qui a été, lui, pour sa part, ses limites peut-être sur lesquelles les partis d'extrême droite comme le Rassemblement national, par exemple, a pu surfer pour se hisser à cette position par rapport aux élections européennes? Vous savez, aujourd'hui, la politique internationale d'Emmanuel Macron a pris un coup. La politique internationale, comment dirais-je, l'intervention d'Emmanuel Macron dans des différentes crises, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à cette politique. Et donc, ces adversaires, ou alors les droites, ont su surfer sur ces faiblesses pour réorganiser leur communication, ou alors réorganiser leur politique, et pour intéresser aujourd'hui les Français. Et donc, Emmanuel Macron, oui, a été un grand stratège, mais effectivement, a laissé aussi des failles, ces failles qui sont exploitées. Et moi, je m'intéresse beaucoup plus sur son intervention sur l'échiquier international, qui ne l'a pas du tout arrangé. Et surtout, lorsqu'on voit cette dernière élection, quand on lui confiait le deuxième mandat, je me dis, il aurait pu peut-être passer par le couloir, mais
étant donné qu'il a quand même un rein solide, il est revenu, mais il a été très fragilisé et beaucoup plus avec les événements sur le continent africain. Cela déstabilise pas mal le pouvoir d'Emmanuel Macron, et ceux qui sont en face ont su maximiser et capitaliser ces insuffisances-là pour le faire face aujourd'hui. Donc voilà le résultat. Alors, nous allons revenir à cette montée en puissance aux Russes. Cette montée en puissance a fait que le président Macron a décidé de dissoudre le Parlement, de convoquer de nouvelles élections législatives. Le premier tour est prévu pour le 30 juin, le second tour le 7 juillet. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision en matière électorale, par exemple? Quels sont les scénarios possibles qu'on pourrait envisager? Le RN, si ce parti devenait majoritaire, on imagine qu'il y aura une cohabitation. Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence sur la marche vers les prochaines élections, puisque Macron, il est dans son deuxième mandat, sur son dernier mandat. C'est ça, et donc, tout à fait. quelles conséquences cela aura-t-il peut-être sur la vie politique de la France si le RN gagne ou si le RN ne gagne pas? Alors, avant de répondre à ta question, si tu permets, je vais compléter un peu ce que Dieudonné a dit. Macron, il faut reconnaître que c'est la crise des Covid, c'est la crise des Gilets jaunes. Oui. Avec beaucoup de répression, c'est la répression des syndicats, c'est, comment dirais-je, un certain nombre de cadeaux aux classes dirigeantes, aux entreprises, c'est la réforme des retraites, particulièrement contestée, c'est le 49.3, utilisé pour contourner les débats de l'Assemblée, ainsi de suite, et tout ça. C'est un certain nombre de choses qui ont fait qu'à un moment, petit à petit, le jeune président arrivé aux affaires, adulé, a vu son aura dépressive. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé tout dernièrement, où il décide de dissoudre l'Assemblée nationale, je pense que si on n'aime pas le personnage, on peut quand même le reconnaître un goût pour l'audace. N'est-ce pas trop risqué? Ça dépend de comment on le voit, parce que je vous ferai remarquer qu'en une seule annonce, on a le parti LR qui est en train de se disloquer, on a Reconquête qui est en train de se disloquer, on a un appel d'une union d'une union à droite qui peine à s'établir. On a une union de la gauche qui semble être réussie, mais qui a le, comment dirais-je, qui pousse la gauche à être en harmonie avec ce qu'elle dit, parce qu'il s'agit de plusieurs partis de gauche avec des prétentions différentes, et maintenant il va falloir s'unir sur un programme ensemble. Et du coup, pour ces élections-là, on se retrouve avec, si vous voulez, on se retrouve avec deux hypothèses. La première hypothèse, ce serait que Emmanuel Macron remporte les élections avec République en marche. Sauf que s'il remporte les élections avec République en marche, difficile de lui contester sa légitimité. Et donc il a un boulevard. Moins probable, parce que c'est les mêmes Français qui ont voté. C'est les mêmes Français qui semblent, voilà, exactement. Alors la deuxième hypothèse, c'est que vous pouvez avoir le RN qui gagne, le Rassemblement national qui gagne. Sauf que si le Rassemblement national gagne, vous allez avoir un système de cohabitation. Donc vous allez avoir Bardella Premier ministre, Macron président, et en embuscade Marine Le Pen pour les élections présidentielles. Le souci avec cela, c'est que Bardella Premier ministre, donc de 28 ans, va se retrouver avec des dossiers brûlants dans les mains qu'il va devoir gérer sur 3 ans. Ouais. Et va devoir hériter de ce qui a eu comme prise de décision les 2 années précédentes. Et qu'ils ont toujours critiqué. Qu'ils ont toujours critiqué. Et donc, là, ils sont aux affaires. Tout raté sera préjudiciable pour les élections présidentielles qu'il y aura dans 3 ans. C'est un peu là le piège. Est-ce que le Rassemblement national, en termes d'expertise, en termes de leadership, va pouvoir redresser la France en 3 ans? C'est là le souci.
Du coup, ça peut être une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire, oui, le RN peut se retrouver aux affaires. Encore faut-il que, à la fin de ce mandat-là, qu'il puisse avoir un bilan positif. Et c'est là où se pose le souci, parce qu'il faut des personnes compétentes. Être, comment dirais-je, Premier ministre. Être en dehors des affaires, regarder et énoncer un certain nombre de programmes, critiquer, ainsi de suite, n'est pas la même chose qu'avoir ces dossiers brûlants entre les mains et maintenant résoudre un certain type de problème. Le problème président n'est pas du même bord. Surtout que le président n'est pas du même bord et qui peut parfaitement s'arroger le plaisir de vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, vous vous rendez compte, le Bardella, qui a 28 ans, qui est critiqué sur sa présence au Parlement européen, qui est critiqué sur certaines prises de décision, qui est critiqué sur ses compétences, va se retrouver avec des dossiers aussi brûlants qui sont la retraite, l'immigration, comment dirais-je, le régime des sociétés, les subventions accordées, celles qui sont refusées et ainsi de suite, la place de la France dans l'Europe, si elle y reste ou si elle part, et ainsi de suite. Ce sont des sujets, il faut les régler en 3 ans. C'est un véritable challenge. Si le RN se rate, cela redonne, disons, cela est susceptible de redonner des chances à la République En Marche, qui va se tenir en embuscade. Maintenant, après, bien sûr, en troisième hypothèse, il y a le LFI. Mais maintenant, la question est de savoir, quand on voit les résultats aux élections européennes, est-ce que LFI, voilà, est-ce que LFI, disons, est-ce que, je veux dire, le regroupement de gauche va pouvoir faire la percée qu'elle souhaiterait réaliser? Ça, c'est la grosse question. Ok. Dieu donné nous. Macron a convoqué des élections législatives pour 30 juin et 7 juillet. Quelles peuvent être les conséquences de ces élections et les différents scénarios possibles? Bon, vous savez, ces élections étaient prévisibles au vu des derniers développements de l'actualité en France. Macron ne pouvait qu'aller à ce rythme. Alors si le président français souhaite aujourd'hui renforcer sa légitimité politique en obtenant plutôt un nouveau soutien ou alors un soutien renouvelé de son électorat pour son programme propre et sa politique, et il était temps à ce qu'il procède à cette dissolution de l'Assemblée nationale et lancer les élections, ce qu'il a d'ailleurs fait. Voilà, la conséquence directe, c'est qu'il doit se redonner cette fois-ci une nouvelle peau politique vis-à-vis des Français. Je pense que c'est à cela qu'il est en train de travailler. Nous connaissons la personne avec, ses discours premiers, mais aussi sa carrure en termes de stratégie. Alors, je pense qu'il est en train de jouer encore sur certaines de ses cartes stratégiques en réorganisant sa base politique et revenir véritablement gouverner, ou soit, je dirais, collaborer, ou alors gouverner effectivement. Pour l'heure, je pense qu'il y a une certaine fragilité dans la main de gouvernance d'Emmanuel Macron. Donc, et pourra-t-il gagner ces législatives selon vous? Je pense que c'est une question un peu difficile à répondre pour l'instant, mais je trouve, d'autant qu'il a dissous l'Assemblée nationale, il y a quand même des alliances sur lesquelles Emmanuel Macron va bâtir sa politique, voilà, pour gagner ces élections, si possible. Ça va être un peu compliqué aussi, vu en face de lui l'extrême droite qui est en train de... Et qui est, comme on le dit, aux portes du pouvoir. Voilà, aux portes du pouvoir, mais... Et on ne pourra pas non plus le sortir par la petite porte. Emmanuel Macron reste celui qu'il est. Il ira et gagnera, mais pas avec une victoire écrasante comme on l'aurait pensé. Merci beaucoup. Il y a ce conte, je pense français occidental, on dit crier au loup. Donc à un moment, à force de crier au loup, parfois ça ne prend plus. Crier à la crainte, disons, brandir la crainte de l'extrême droite. Première élection, deuxième élection, troisième. À un moment, c'est compliqué que ça prenne. Et ça a été confirmé justement par ces élections européennes qui ont été remportées par le RN. Alors, je reste toujours avec vous, Horus, pour aborder notre deuxième sujet. Nous prenons donc la direction du Bénin pour parler du transport pétrolier qui est dans l'impasse. Depuis un moment, les relations sont devenues très difficiles entre le Niger et le Bénin. Et pourtant, ces deux pays collaborent sur un
projet de pipeline qui devait permettre d'acheminer du pétrole nigérien vers les côtes à travers le Bénin, le port de Sémé plus précisément. Sauf qu'avec la fermeture des frontières due au coup d'État arrivé en juillet 2023, les relations sont devenues très compliquées entre le Bénin et le Niger. Le Bénin qui avait pris des positions hostiles aux militaires qui sont au pouvoir et qui, au final, depuis là, ont refusé de rouvrir leurs frontières, même malgré le changement de position du Bénin. En dernière position, cette arrestation de Nigériens sur la plateforme de Sémé, accusés de s'être illégalement introduits sur cette plateforme, ce qui a brouillé pratiquement toutes les pistes, on pourrait dire, de retour à l'étape normale entre le Niger et le Bénin. Comment envisageons-nous peut-être l'avenir entre ces deux pays? Devra-t-on peut-être espérer ou pourra-t-on espérer que les relations reprennent quand on sait que lundi déjà, les 3 Nigériens qui sont inculpés seront présentés au juge? Bon, je trouve que ce qui se passe entre le Bénin et le Niger est triste parce que pour moi, il s'agit de querelles d'ego. Ce qui se passe au Niger et au Bénin, à mon sens, n'a pas lieu d'être. Okay. Je pense même que à la base, c'est quelque chose qui aurait pu être résolu de façon, de façon assez simple, parce que je n'ai pas compris depuis quand nous, les Africains, on a de la peine à aller s'excuser auprès du frère. C'est étonnant. C'est-à-dire, dans nos protocoles traditionnels, on a les codes, les rites qui permettent aux frères d'aller s'expliquer et s'excuser auprès du frère sans qu'il ne pense que cela gêne son ego. Donc, je n'ai pas compris ce qui gênait dans le fait qu'on puisse avoir un président béninois ou un président de l'Assemblée nationale béninois, ou un représentant des chefs traditionnels du Bénin, qui puisse se déplacer à Niamey, rencontrer des homologues et procéder à des choses qui sont séculaires en Afrique, qui consistent tout simplement à dire « Mon frère, j'ai eu tort ici et ici, je m'excuse pour ceci et cela, pardon ». Et on reprend sur de nouvelles bases. Pour moi, le problème est totalement simple. Je pense qu'on est vraiment dans une question d'ego. Sauf que dans la question... que là, on ne confond pas le vivre ensemble tel qu'imaginé par la culture africaine et puis la politique telle que... Non, on ne le confond pas. Non, écoutez, on ne le confond. Il y a des richesses qui sont intrinsèques, qui à un moment, politiquement, il faut les employer. Sinon, à un moment, c'est pas la peine de nous matraquer médiatiquement en nous disant tel président est le doyen des chefs d'État. Le doyen, c'est nous, c'est notre conception à nous. Le doyen, on doit aller voir le doyen, l'ancien, pour lui demander des conseils, tout ça. On nous a bassinés pendant des dizaines d'années avec cela. Donc, quand à un moment, il s'agit de faire des choses beaucoup plus sérieuses, il faut le faire. Monsieur Talon, c'est maintenant démontré, a fait l'erreur de vouloir s'impliquer dans un genre de battu contre le Niger. Il n'y a aucun mal à aller voir le frère et lui dire voilà, ici, je me suis trompé. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de honte à ça. Donc, il n'y a pas d'ego à mettre devant. Le pétrole, il faut que les gens comprennent. Le pétrole qui est à l'intérieur du sol nigérien, c'est un pétrole du Niger. Mais lorsqu'il sort du sol du Niger, c'est un pétrole chinois. C'est pour ça, quand il y a eu le problème, les Nigériens se sont adressés aux Chinois. Parce qu'eux, ils ont vendu leur pétrole. Et il faut bien comprendre, eux, ils ont vendu leur pétrole. C'est le Chinois qui l'achemine. C'est le Chinois qui l'achemine parce qu'il veut le transporter. C'est lui qui l'achemine du Niger vers le port de Cotonou pour qu'il puisse. Mais le Nigérien, lui, il a vendu son pétrole. Tu ne vas pas racketter son argent. Il y a des, comment dirais-je, il y a des paradigmes que l'on connaît tous, que tout citoyen africain connaît. Dans tous nos pays, nous avons des ressortissants nigériens. Ils font leur commerce. Ils sont avec leur ballot. Oui. Vous avez vu déjà quelqu'un prétendre qu'il allait lui arracher sa pièce de la main? Non.
Pourquoi pensez-vous que vous ne pouvez pas arracher la pièce de la main d'un petit vendeur nigérien et que vous avez pensé que vous allez arracher les milliards du pétrole? Vous ne ferez pas. Eux, ils ont vendu, ils ont le, comment dirais-je, la mine. Il y a du pétrole, il y a des ressources. Ils ont fait des contrats avec des sociétés. Et c'est les sociétés qui ont dit, ok, d'accord, on vous l'achète, nous on transporte. Donc le problème avec la réaction du Bénin, je dirais même pas la réaction du Bénin, la réaction de M. Talon, et d'ailleurs il s'est déjà fait taper sur les doigts une première fois, c'est pas pour rien. Quand il a accepté que le premier chargement part, celui qui est à côté, c'est pas un responsable nigérien, c'est un responsable chinois. C'est pas un responsable nigérien qui est venu, c'est un responsable chinois. C'est pour ça qu'il a laissé passer le premier stock. Il y a des intérêts dans ce pétrole-là qui ne sont absolument pas nigériens. Donc, lorsque vous avez une société chinoise qui investit dedans, ça veut dire que vous avez une société d'État chinoise derrière. Je pense que c'est la société des pétroles de Chine ou un truc comme ça, qui est une société d'État. Donc, vous avez l'État chinois. Vous avez une puissance mondiale derrière, qui a mis des milliards dans l'investissement, qui a fait des constructions. Elle l'a fait parce que vous l'avez rassuré que le pipeline peut passer chez vous. Elle l'a fait parce qu'elle s'est dit que le contrat, vous l'avez signé, vous avez accepté l'argent que vous devez prendre dessus. Elle l'a fait parce que vous avez donné des garanties. Donc, à un moment, vous ne pouvez pas vous lever, prétester d'un pseudo-conflit qui n'intéresse pas spécifiquement les Chinois et vous dire je bloque son pétrole. Ils ne vont pas accepter que vous bloquez ce pétrole-là. Donc je n'ai pas compris l'attitude pour moi, c'est vraiment une question d'ego. Je n'ai pas compris l'attitude qui consiste à vouloir bloquer le pétrole, après à vouloir arrêter les agents de la WAPCO qui sont à Cotonou, de vouloir les faire juger. D'autant plus que c'est une évidence que M. Talon fera demi-tour dans ses décisions. C'est une évidence. M. Talon est un businessman. Il faut bien comprendre. M. Talon, c'est un homme d'affaires avant d'être un président. Est-ce qu'il estime que l'homme d'affaires qu'il est et qui fait du commerce, notamment dans le secteur du coton, peut se permettre d'avoir les Chinois à dos? Est-ce qu'il est sûr, parce que les Chinois, c'est pas les Américains, est-ce qu'il est sûr que les Chinois vont accepter de perdre autant de milliards? Ils n'accepteront pas. C'est pour ça l'intervention d'un des responsables du gouvernement nigérien s'est adressé aux acteurs chinois et c'est pas adressé aux Béninois. C'est adressé aux acteurs chinois en leur disant mais prenez vos responsabilités. Puisque nous avons déjà vendu notre pétrole. Ils ont vendu leur pétrole. Le pétrole, il est là. Venez le chercher. Merci beaucoup à vous, Ruiz. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Je donne nous les derniers rebondissements de cette affaire entre le Niger et le Bénin sont que les 5 Nigériens arrêtés ont été présentés à un juge d'instruction. Il y en a 3 qui sont inculpés. Ils seront jugés ce lundi par la justice béninoise. Est-ce qu'on peut espérer un dénouement heureux de cette affaire quand on sait que depuis un moment, les relations vont de plus en plus de façon médiocre entre le Niger et le Bénin. Entre-temps, le Bénin avait montré la face d'un pays très ouvert pour gérer cette crise, mais apparemment, on en ajoute avec cette affaire de Nigériens arrêtés. Non, mais Guillaume, j'ai dit dans l'une de mes interventions sur cette même antenne que j'ai du mal à comprendre ce passe d'armes qui continue toujours entre 2 pays frères, le Niger et le Bénin, sur un fond de crise politique. Et je reviens avec l'État béninois pour dire en réalité le président béninois serait la personne la mieux placée à pouvoir bien gérer cette situation parce que comme le disait Russe, c'est après tout un homme d'affaires. Et en matière d'affaires, généralement, il n'y a pas de sentiment. Et donc, en matière d'affaires, j'irai plus loin qu'il n'y a pas question de mélanger la politique politicienne. Les affaires restent ce qu'elles sont. Les affaires restent des affaires. Et la politique reste ce qu'elle est. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est en train de faire un peu de mélange dans ces 2 secteurs. Et ça risque
de porter un coup fatal tant au vivre ensemble et aussi au business ou alors aux affaires entre États. Non seulement entre États, deux États voisins, là je parlerai en matière de vivre ensemble, mais avec une puissance. Il le disait tantôt, les Chinois qui sont des exploitants de ce pétrole, eux, ils ont obligation de résultat en leur sein. Eux, ils ont un objectif à atteindre. Alors, si l'objectif ne serait pas atteint, au nom d'une politique politicienne qui secoue deux pays frères, je pense que le débat risque d'être mené sur un autre terrain. Mais nous attendons voir l'issue de ce procès qui sera bien évidemment demain lundi avec ces deux présumés déstabilisateurs, parce que c'est quand même trois finalement, voilà, déstabilisateurs, parce que c'est l'accusation qu'on retiendrait contre eux au finish. En quoi est-ce qu'ils seront des déstabilisateurs alors qu'on est sur un terrain commercial, on est sur un terrain économique, on est sur un terrain d'affaires? Cela voudrait dire il y a plutôt des sujets qui embrouillent la matière en termes d'affaires, et cela ne peut pas amener à ce qu'il y ait plus de bonnes matières à soutirer. Moi, je dis que le Bénin, sans jeter de la pierre au gouvernement béninois ou alors à l'exécutif béninois, est en train de rendre une monnaie de frustration par rapport à l'envoi de l'émissaire entre-temps qui devait transmettre une note au président Tiani, qui a été, entre guillemets, refoulé, ou alors qui n'a pas eu d'accès au président Tiani, mais qui est revenu. Cela a été comme un affront pour le président Patrice Talon, que j'apprécie bien, et malheureusement n'a pas su trouver le mécanisme nécessaire pour gérer cette affaire, mais plutôt à laisser plutôt des éléments gérer beaucoup plus cette histoire sur un terrain commercial, sur un terrain d'affaires, ce qui n'a pas une allure d'arranger la situation. Et moi je reviens à dire qu'il n'est pas lieu aujourd'hui de sortir des éléments probants pour dire que les trois Nigériens qu'on a déposés aujourd'hui et qui seront face à la justice la semaine prochaine sont coupables de quelque chose, ou alors sont véritablement ceux qu'on estime qu'ils sont en étant sur la plateforme de Wako au Bénin, qu'ils soient véritablement des gens coupables de quelque chose, mais plutôt aller au-delà des questions politiques et résoudre ce problème. Je me dis, en espérant que avec le procès de ces trois-là, de ces trois Nigériens, il y aura un dénouement qui va ramener chacun à de meilleurs sentiments pour véritablement gérer les choses beaucoup plus de façon rationnelle et avec beaucoup plus de sagesse, comme l'Afrique sait bien le faire en matière de gestion de choses publiques. Ça, c'est notre attente et c'est ce que nous attendons de voir à l'issue du procès prochain. De toutes les façons, nul ne peut arrêter l'élan des choses, mais c'est l'issue qui nous fera comprendre que Patrice Talon n'est pas en train de danser sur un terrain politique, mais plutôt cherche réellement à éviter de véritables crises. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire-là, c'est qu'on prend des populations en otage et on est dans une espèce de partie d'échec. Alors, on refait le remake. Le Niger passe par le pipeline béninois pour exporter son pétrole. Monsieur Talon décide de fermer la vanne. Il se fait taper sur les doigts par les Chinois. Il réouvre la vanne. Mais entre-temps, les Nigériens, ils envoient des agents de la WAPCO pour exploiter une plateforme, ce que moi je trouve tout à fait logique, puisque c'est une plateforme pour les deux États. Ils se font arrêter. Les agents de WAPCO se font arrêter, dont je pense une des principales responsables. Et maintenant, c'est le Niger, lui, qui ferme la vanne. Donc, grosso modo, c'est un peu comme si, comme c'est le Niger qui ferme la vanne, c'est lui qui doit se faire taper sur les doigts. Parce que les autres, ils disent, mais bon, après, nous, on veut de notre pétrole. Pourquoi vous fermez les vannes? Et donc, on a l'impression que on se sert de... Et c'est ça tout le malheur de l'Afrique. C'est-à-dire, c'est la capacité pour les Africains de s'infantiliser eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va se servir de
comment dirais-je, de la puissance chinoise pour être le bâton interposé. C'est-à-dire chacun se sert de la Chine pour pouvoir réprimer son vis-à-vis. Le Niger, en laissant... Et c'est finalement la Chine qui va payer les pots cassés, finalement. En fait... mais quand on coupe au niveau du Niger, c'est alors, la Chine. on a coupé au niveau de Cotonou, c'est la Chine. Et finalement, ça fait de l'acteur chinois un juge. C'est ça le ridicule de l'histoire. C'est-à-dire là où le Niger et le Bénin devraient avoir la maturité, la capacité de pouvoir régler un problème que moi j'estime tout à fait simple de façon bilatérale, on va avoir une puissance en interposition qui est la Chine. Et donc du coup la Chine devient le médiateur. Et c'est ce qu'on a vu pour le premier conflit. C'est un responsable chinois qui vient jouer le médiateur. Donc, à ce niveau-là, mais qui fait l'enfant? Alors, mais au-delà de la Chine, il y a ces 3 personnes qui sont arrêtées et qui seront présentées au juge lundi. Mais justement, quelle est leur part dans alors, cette affaire? moi, je trouve que c'est un simulacre de prise d'otage. Parce que... Prise d'otage, on les accuse de déstabilisation. Ils vont déstabiliser un pipeline chinois qui transporte du pétrole nigérien ou au Bénin. Ouais. C'est-à-dire, alors, 3 personnes, donc quoi 5 à la 5 base. Personnes, ouais, finalement, ils ont relâché des technocrates. Donc on va me dire que... Ça, c'est ce que le Niger dit. Mais pour le Bénin, c'est des déstabilisateurs. Des gens qui seraient en collision avec les autorités. C'est la dame qui est directrice qui va aller avec une clé à molette dévisser les tuyaux du pipeline. C'est pas possible. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la prise d'otage. On savait que... Et ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a des paradigmes régionaux que l'on connaît. On savait que en arrêtant ces personnalités nigériennes, le Niger, Niamey, ne resterait pas insensible. On savait. Et Niamey a donné un ultimatum qui n'a pas été respecté. Et on l'a contraint à aller jusqu'au bout en fermant les vannes. En sachant très bien, je disais tout à l'heure que l'homme est un homme d'affaires, en sachant très bien que cela agacerait la Chine. La Chine va réagir. Et d'ailleurs, le responsable du CTRI, c'est ça ? Le responsable du gouvernement nigérien, j'ai lu une intervention. CNSP. Mais du porte-parole ouais, non, c'est pas du porte-parole, mais il y a une personne de l'administration nigériane, de Niamey, qui est intervenue en disant que la Chine devrait prendre des dispositions. Ses responsabilités. Ça veut dire qu'il ne s'adresse même pas au gouvernement béninois. Il demande aux Chinois de prendre ses responsabilités. Et je pense qu'au niveau de Cotonou, de façon vicieuse, c'est ce qui était attendu. Parce que prendre ses responsabilités, c'est que même si la Chine prend ses responsabilités, on demandera au Niger de débloquer les vannes. Et maintenant, le Bénin dira tout simplement « Ma justice est indépendante ». Ma justice est indépendante, je n'ai pas le droit d'intervenir dans la justice de mon pays. Donc, ces personnes, il y a des preuves, elles vont être jugées. Donc, quelque part, c'est une prise d'otage. Pour vous, c'est une prise d'otage. Dieu donne sur nous, quelle lecture faites-vous de cette arrestation et de ce procès qui s'annonce dans 2 jours lundi? Bon, je crois que, je l'ai dit, quelle lecture? C'est des fusibles qu'on veut sauter dans un règlement de compte, en quelque sorte. Je ne saurais pas, du côté du Niger, pour dire c'est le Bénin qui est en tort, mais je dis tout simplement c'est déplorable. Parce que cette situation n'arrangerait personne. Je l'ai dit dans l'une de mes interventions, qu'il n'y a pas lieu de taper sur cette table où se trouvent des populations frères, des populations béninoises et des populations nigériennes. Tout ce qui entre dans l'intérêt de ces 2 pays-là profiterait normalement aussi aux populations qui souffrent à la base. Alors aujourd'hui, quand on se craponne autour d'un procès qui ne devrait pas avoir lieu, d'ailleurs c'est de perte d'argent, c'est de perte du temps, et aussi c'est de contourner l'essentiel et d'éviter même de voir la réalité en face et de trouver la solution adéquate. Donc, moi, je ne parlerai pas de prise
de prise d'otage, mais je parlerai en termes de chantage, en quelque sorte, à l'égard de l'État nigérian. Mais je dis, il est temps que les deux États puissent prendre plutôt leurs responsabilités au lieu de demander à l'étranger de prendre ses responsabilités. Je me dis, il est temps plutôt que les pays frères prennent beaucoup plus leurs responsabilités en trouvant une issue assez importante à cette crise et en finir une fois pour de bon. Tout le monde connaît la cause. Le fond même de ce dossier, c'est depuis le renversement de Bazoum, où une intervention militaire a été très soutenue par le Bénin, et à un moment donné, le pouvoir béninois a dû changer le langage, a décidé d'aller autrement, mais on a encore du mal à lui faire foi jusque-là, d'où ces tiraillements entre les deux pays, et qui commencent par se jouer d'ailleurs sur un terrain économique, sur un terrain des affaires qu'on est en train d'habiller politiquement parlant. Donc voilà un peu, c'est un jeu qui ne dit pas son nom, mais je me dis, cela ne donne pas toujours la lueur bonne de l'Afrique qu'on voulait, cette Afrique qu'on veut luisante et développer. Je ne pense pas que ces crispations puissent arranger et nous amener à développer nos pays à la base. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal. On va suivre ensemble le journal, puis on reviendra pour la deuxième partie de cette émission, au cours de laquelle nous allons parler de l'Afrique du Sud et du Togo.